Les T-Rex du club Noé. Les T-Rex du club Noé. Je viens vous faire les dents sur du concret, sur le FC. J'ai créé ma structure il y a 2 ans. Ma structure s'appelle Recruteur Responsable, avec l'envie alors de revisiter la prestation de recrutement et aussi de participer, de contribuer à professionnaliser les pratiques en recrutement. Donc, passé 17 ans dans le monde du recrutement, dont les 10 dernières années en cabinet de gestion de carrière et de recrutement. Ce qui m'a poussée à revisiter un peu et à me lancer déjà dans la création d'entreprises, en fait, sont vraiment toutes les dérives, à mon avis, qui viennent d'une logique, de la logique classique, en fait, et d'un modèle économique assez standardisé. Aujourd'hui, en recrutement, une entreprise fait appel à un cabinet de recrutement, elle va rémunérer ce cabinet majoritairement au succès. Ça veut dire que ce cabinet va être payé uniquement à la transaction, en fait, uniquement si le candidat rejoint l'entreprise et s'il y reste. Et s'il y reste pas, il y a une garantie de remplacement qui se met en jeu. C'est-à-dire que souvent, les cabinets de recrutement incluent une garantie. Si la coopération se passe pas bien, ils reprennent les recherches à leurs frais. Et ça, je pense que c'est aussi un problème parce que finalement, ça donne l'impression un peu on a un produit, voilà, peut-être quelque chose qui fonctionne pas et donc c'est remplaçable. On va chercher autre chose, comme si on pouvait faire un échange standard. Et surtout, ça dilue la responsabilité ou plutôt ça la décharge sur le prestataire. C'est-à-dire qu'on considère que si le recrutement est raté, c'est la faute du cabinet qui a pas bien fait son travail. Alors que un recrutement, c'est complexe. Et donc, effectivement, cette garantie de remplacement qui est quasiment automatique, qui est exigée aussi souvent hein, des entreprises, des organisations, euh, elle va finalement favoriser l'irresponsabilité, en fait, des organisations qui vont se dire, bon, bah, si ça marche pas tout de suite, quand mon candidat arrive, hop, je le branche, ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, c'est que le recrutement est raté. Et on va oublier de travailler sur l'intégration, de préparer les équipes, de préparer l'accueil, de former les managers, de revoir peut-être la cohésion, les valeurs, la mission. Ce modèle économique, il est assez standardisé et très peu remis en question. Alors, il y a des évolutions hein, qui apparaissent, mais majoritairement aujourd'hui, c'est ce modèle-là. Et sous plusieurs dimensions, je pense qu'il contribue en fait aux difficultés de recrutement et à l'incompréhension qu'on rencontre aussi dans le monde du travail. Alors déjà parce qu'effectivement, on facture uniquement la transaction en fait, donc enfin, on facture le recrutement comme si c'était une transaction, alors que on a des projets de vie derrière. La valeur en fait qui peut être apportée par un cabinet qui va prendre le temps de comprendre la culture, qui va prendre le temps d'accompagner le candidat, elle n'est pas prise en compte. Parce que l'objectif, ça va être d'être le plus rapide possible, de proposer le CV le plus rapidement possible pour pouvoir facturer le recrutement à la signature du contrat. Donc il y a une sorte de guerre commerciale en fait qui a été induite par ce modèle-là, où voilà, les entreprises, les organisations, même le secteur public, vont mettre en concurrence en fait des acteurs du recrutement, des cabinets de recrutement qui sont payés peut-être à la fin s'ils sont parmi ceux qui ont présenté le bon CV et au risque effectivement de voir leur travail non rémunéré. Et en fait, cette guerre commerciale, elle va pas forcément favoriser les bonnes pratiques, hein, parce qu'on va aller chercher du rendement, de la productivité, de la rapidité, sans se soucier de savoir si on répond aux besoins réels de l'entreprise et des candidats, sans se soucier de savoir si on a exclu ou pas des candidats qui n'avaient pas le profil parfait sur le CV parce qu'on n'a pas le temps de creuser. Et donc, je pense que c'est un vrai frein en fait à la diversité, ce modèle économique, parce qu'il laisse
pas la place au temps long qui est nécessaire finalement quand on parle de recrutement, quand on parle d'intégration, quand quand on crée une équipe, quand on la développe. Et on va favoriser, je pense, un peu la production de clones, entre guillemets, hein. Donc, et ça, on le voit un peu partout. Alors, les mots sont peut-être forts. On n'est pas sur des pratiques qui sont omniprésentes, mais ces pratiques, elles existent. Et le problème, c'est qu'elles nuisent en fait à la visibilité des acteurs qui prennent le temps et elles nuisent à la confiance aussi dans le marché du travail entre les demandeurs d'emploi, les salariés, les employeurs. Et puis il y a aussi un élément qui est important, c'est qu'on oublie finalement le travail réel des prestataires, en fait, des acteurs du recrutement. Alors je parle beaucoup de prestataires parce que c'est vrai que je suis intervenue 10 ans en cabinet, mais les acteurs du recrutement en interne et potentiellement les acteurs RH vont aussi pouvoir vivre la même chose, c'est on néglige finalement toute la complexité du métier où c'est un travail qui est difficile parce qu'il y a une charge émotionnelle qui est forte, hein. On est au contact de personnes. Parfois, la recherche d'emploi, elle a un enjeu important, personnel. Il y a des décisions à prendre tout le temps, à chaque fois, sur des décisions sur le papier, quand on fait le premier entretien, quand on accompagne, est-ce qu'on va plus loin, est-ce qu'on relance, est-ce qu'on insiste? Il y a des changements de posture qui sont importants. Il y a une exigence intellectuelle parce qu'il faut comprendre de quoi on parle dans l'environnement de travail, dans les métiers, dans la technique, dans les compétences. Il y a peu finalement ou en tout cas les moyens qui sont associés à cette complexité du métier et à cette responsabilité, ils sont rarement mis en place. Donc il y a beaucoup de pression aussi sur les objectifs, hein, en prestation. Voilà, les chargés de recrutement, les consultants sont objectivés parfois sur du volume, parfois sur du chiffre d'affaires, parfois sur des nombres de rendez-vous. Voilà un peu les différentes dimensions, en tout cas plutôt négatives, qui sont induites par cette standardisation du modèle de facturation qu'on rencontre aujourd'hui en recrutement. Et il y a encore un débat sur le fait de rattacher le recrutement au RH ou au marketing ou au commerce. Finalement, c'est pas très bien où le placer, le recrutement. Et le fait qu'il y ait peu de formations, ou en tout cas qui soient encore en émergence, fait qu'il y a peu de débats autour du métier, autour de pratiques, et donc euh, voilà, peu de questions finalement sur la déontologie, sur ce qu'on peut faire, sur ce qu'on peut pas faire, voilà, sur ce qu'on pourrait faire aussi, et peu d'échanges de pratiques en fait. Aujourd'hui, voilà, on peut avoir des personnes qui sont pas toujours formées au recrutement, que ce soit les décisionnaires, hein, ou les personnes qui participent au recrutement et des approches euh, voilà, assez massives, automatisées. La fiche de poste, ça c'est un vrai sujet parce qu'aujourd'hui, la plupart des recrutements, en tout cas qui sont transmis au cabinet, alors pas je dis la plupart, mais il y en a encore beaucoup en tout cas, se font à partir du livrable qui est la fiche de poste. Comme si c'était le début de tout, alors que c'est potentiellement une fiche de poste qu'on a créée il y a 3 ans, on a fait un copier-coller de ce que font les concurrents sur Internet. Et en fait, le recrutement part de là. Donc, la promesse déjà qui est faite au candidat, elle est fausse. Elle est fausse. Personne ne s'est mis d'accord. Toutes les parties prenantes au recrutement, ben, elles n'ont pas pris le temps de s'impliquer dans le recrutement, de se mettre d'accord sur ce qu'on cherchait, de ce qu'on allait pouvoir mettre en face comme moyen. Alors que, en principe, c'est censé être l'aboutissement visible en fait de tout le travail qu'on fait avant pour comprendre le contexte, se demander comment le poste va évoluer. Est-ce qu'on a quelqu'un en interne qui va être capable enfin, de former, d'accompagner la personne qui va arriver ou pas? Voilà, qu'est-ce qu'on peut transmettre nous de notre côté? Qu'est-ce qu'on a aussi comme point d'attractivité? Quelles sont nos contraintes et ce qu'on doit montrer aussi aux candidats qui vont nous rejoindre avant qu'ils soient là. Tout ça, en fait, c'est la fiche de poste ou l'annonce qui va être finalement le résultat visible. Et malheureusement, aujourd'hui, on part de là. Et donc, ces pratiques qu'on a aujourd'hui, elles contribuent à développer finalement encore les difficultés à recruter, à fidéliser. Donc, ça met en danger des secteurs d'activité entiers, hein, potentiellement. Ça nuit à la pérennité des entreprises, à leur développement. L'expérience candidat, elle n'est pas très bonne quand elle est parfois destructrice aussi. En tout cas, ça induit une perte de confiance. Et puis, alors, on exclut.
tout un pan de la population, plein de profils, parce que voilà, trop senior, parce que potentiellement, voilà, on a une femme qui est de retour de congé maternité, qui n'a pas travaillé pendant longtemps, parce que voilà, donc il y a plein de personnes qui sont exclues du monde du travail, et il y a aussi quand même pas mal un peu de souffrance. Donc c'est ça qui m'a interpellée, ce qui m'a donné envie d'aller explorer autre chose en fait. Le premier questionnement, c'était comment je fais pour ne plus facturer le recrutement comme une transaction, parce que c'en est pas une. Et comment je fais pour facturer ce qui a vraiment de la valeur, c'est-à-dire le travail qu'on va faire avec l'entreprise, où le manager va passer du temps pour m'expliquer comment il fonctionne, ou voilà, DRH va me partager un peu la vision, ce qu'ils ont mis en place. Et en fait, j'ai commencé à facturer à d'autres moments, en fait. J'ai changé un peu la temporalité. Et j'ai facturé plutôt l'amont, où voilà, je vais co-construire, faire un diagnostic. Alors, il y a quand même eu cette idée de livrable et de montrer ce qu'on avait fait ensemble. Et puis, j'ai également facturé l'accompagnement à l'intégration. En tout cas, je l'ai valorisé. Là, je change, enfin, l'étape où je suis actuellement sur cette prestation un peu de recrutement classique, c'est bah, de supprimer la garantie et de dire on n'est pas sur un produit, on n'est pas sur une marchandise, donc il n'y a pas de garantie de remplacement. Et à la place, par contre, on va travailler ensemble pour créer l'onboarding. Donc ça peut être juste du suivi, mais ça peut être aussi le construire avec le management, avec la personne qui arrive. On peut aussi bah, challenger ce qui existe aussi dans les process. Donc c'est vraiment plutôt travailler sur l'intégration. Et puis ensuite, je me suis rendu compte que le recrutement n'était pas forcément la réponse aux besoins. Donc parfois on me disait, bah voilà, j'ai besoin d'un ingénieur, j'ai besoin d'un commercial. Alors qu'on avait toute une équipe avec plein de compétences, où certaines personnes étaient un peu en attente d'évolution depuis longtemps, ou n'étaient plus forcément épanouies dans leur poste. Et donc, je dirais que la réponse, c'est quand même compliqué de dire à une entreprise, je vous facture le début, le diagnostic, mais peut-être qu'après, voilà, on va s'arrêter là parce que la réponse n'est pas dans le recrutement. Ça, c'est un peu les limites, je dirais, quand on fait évoluer le modèle de facturation sur quelque chose qui est très connu, où il y a des repères, c'est que voilà, c'est pas facile à vendre, en tout cas. Donc, pour aller un petit peu plus loin, en fait, c'est là que je suis allée plutôt vers du temps partagé, donc où je vais proposer une entreprise et facturer à la journée. Donc être vraiment plutôt sur un modèle au TJM et temps partagé parce que ça me permet bah, d'accompagner l'entreprise voilà, 6, 8, 10 jours par mois selon les besoins, idéalement sur une durée plus longue. Et puis de me dire, bah, si le recrutement n'est pas le sujet, on va travailler sur autre chose. On va déjà accompagner l'équipe, faire le point sur les compétences, créer les fiches de poste, voilà, faire évoluer, définir la stratégie, définir les besoins aussi sur le recrutement. Donc ça va permettre de travailler sur tout l'amont finalement, qui est un peu le préalable indispensable qu'on n'a pas généralement quand on recrute en fait. C'est super parce que ça me permet d'intervenir vraiment à long terme et sur de la transformation auprès des entreprises que j'accompagne. Ça m'a permis d'avoir des repères. Donc j'ai travaillé aussi au-delà du modèle de facturation sur les pratiques, sur la manière dont je travaillais. Et donc j'ai cherché à inclure finalement, à m'interroger sur qui participe ou qui impacte, qui subit aussi en fait les conséquences du recrutement et des pratiques. Et donc, ce que j'ai inclus, c'est d'être la plus collaborative possible dans la phase de définition des besoins. Et plutôt qu'avoir ben, un donneur d'ordre unique qui va me transmettre voilà, tout ce qu'il pense du besoin, je vais chercher à interviewer les personnes qui exercent le poste, les collègues directs ou indirects, pour comprendre ce qui les motive dans leur quotidien, quelles sont leurs contraintes, pourquoi ils ont rejoint l'entreprise, voilà, ce qu'ils apprécient, ce qu'ils font, voilà, comment se découpe un peu leur temps. La vision du manager, elle est importante. Et puis la vision effectivement RH et de l'équipe dirigeante, ou en tout cas des décisionnaires, des personnes qui vont vraiment participer au recrutement, qui vont se poser des questions sur vraiment ce qu'on va rechercher, ce qui va être prioritaire dans le recrutement. On parle beaucoup en recrutement de process trop longs, qui prennent trop de temps et on perd des candidats en cours de route. Je pense que le
temps ou en tout cas le réduire, raccourcir le process de recrutement n'est pas forcément la solution parce que un process de recrutement doit permettre aux deux parties de se positionner, d'avoir toutes les informations, de confirmer leur engagement, leur souhait d'avancer, de mesurer les écarts et puis de se préparer en fait. J'ai mis en place là par exemple avec une entreprise que j'accompagne un entretien inversé parce que le contexte est compliqué, il est émergent, il n'est pas connu. Et donc, le directeur de service a accepté, en tout cas, de faire un entretien avec les candidats. Alors, j'ai quand même une première partie où je vais rencontrer les personnes et voilà, valider on a envie d'avancer. Mais en tout cas, le directeur leur consacre du temps, pas pour les évaluer, mais vraiment uniquement pour leur présenter le contexte et répondre à leurs questions. Donc, c'est le candidat qui pose ses questions qui creuse, qui explore le besoin, qui a toutes les cartes en main et qui nous dit s'il a envie d'avancer. Donc ça, encore une fois quelque chose qui demande beaucoup de confiance, de coopération, de temps aussi, et de pédagogie avec tous les acteurs qui participent. Tu as partagé des changements de pratique. Mm. Les enquêtes sur les postes pour pouvoir mieux qualifier c'était quoi en fait la réalité du travail, les entretiens inversés, tu as parlé de l'intégration. Est-ce que tu as déjà pu apprécier des effets produits, soit sur les candidats qui allaient être recrutés, soit sur les managers, soit sur les dirigeants? Est-ce que tu as commencé à accéder à ces effets? Ça va être plus sur du ressenti, donc peut-être auprès des candidats, de me dire, ben, là, je sens que il y a de la confiance, en tout cas, je sens que la personne me fait confiance. Et côté entreprise, quand j'accompagne, sur ces temps d'échange qu'on peut avoir, effectivement, je me suis rendu compte que c'est un facteur de succès, c'est-à-dire d'avoir des rendez-vous réguliers avec les personnes qui participaient au recrutement. Ça permet alors déjà de leur montrer ce qui se passe, ce que c'est vraiment en fait le travail de recrutement. Ça permet de porter la voix des candidats aussi, d'expliquer pourquoi il y a des réticences, pourquoi il y a des difficultés, pourquoi ça marche pas. Donc ces temps-là, ils sont des temps importants en fait de compréhension, d'explication de ce qu'on fait. Et alors parfois dans des groupes peut-être plus importants, mes interlocuteurs sont pas les signataires du contrat ou sont pas les financeurs en fait, les payeurs on va dire. Donc souvent ils ont besoin d'arguments et surtout quand on commence à travailler ensemble pour des sujets de recrutement et qu'au bout de 3 mois on n'a toujours pas travaillé sur les recrutements. Donc ça c'est quand même C'est un, OK. bah alors, c'est petit moment de stress, voilà, qu'est-ce qu'on a fait? Et donc là, on se pose et on mesure le chemin. Et c'est là qu'on commence à raconter ce qu'on a fait, à mesurer, à se dire, ah ben, ok, on a identifié les risques, on s'est dit que là, un tel était peut-être un peu sur le départ et qu'on l'avait pas vu, que telle personne était en inconfort sur son poste parce qu'il n'avait pas eu la formation de départ, que telle personne se sentait pas acceptée dans l'équipe, était démotivée. Donc, il y a aussi tout le travail qu'on a fait sur l'identification des besoins de l'équipe, la formation, le fait de pousser la formation, de mettre au centre comment on va développer les compétences, et puis de se dire bah, on a une vision claire de la stratégie, en fait, de ce vers quoi on va aller. Et là, par exemple, j'ai pu intervenir auprès de la direction pour présenter le travail qu'on faisait. Donc ça, c'était le top parce que ça permet aussi d'avoir un retour direct et de montrer que tout ce travail qui n'est pas visible, finalement, il apporte aussi de la compréhension, en fait, sur le marché du travail, sur les difficultés qu'on a à recruter, à fidéliser. Ouais, donc en fait, tu as produit la blinde d'effets. Euh, Parce que l'histoire de la confiance avec les candidats, c'est quand même pas anodin. Parce que en temps normal, dans un monde un peu industriel, c'est pas vraiment la confiance qui s'installe dans une relation recruteur-recruté. et ça, c'est un problème parce que c'est vrai que le Ouais. recrutement, c'est un risque. Aujourd'hui, c'est un problème et c'est un risque. C'est-à-dire recruter.
C'est l'épine dans le pied, c'est comment on fait pour... alors côté candidat, c'est de se dire, voilà, est-ce que ça va me correspondre? Est-ce que je vais savoir gérer? Est-ce que je vais être à niveau? Comment est l'équipe? Et puis côté de l'entreprise, c'est, voilà, est-ce qu'il va pas me pourrir l'équipe? Est-ce que, voilà, ceci, cela. Donc il y a un risque, en fait, réellement, dans le recrutement. Et ce sur quoi j'essaie de travailler, c'est vraiment de se dire, bah, c'est un risque, on est d'accord, donc peut-être est-ce qu'on peut essayer de les identifier et de voir comment on peut essayer de les réduire ou de travailler dessus, quoi.